écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jase. Avec Marie-Josée Lonval. Bienvenue dans votre balado, le podcast, si vous préférez, le CRFMV en jazz. Merci d'être à l'écoute par nos différentes plateformes de diffusion. Je pense à Apple Podcast, Google Play, Spotify. Tous nos podcasts aussi sont sur YouTube. Maintenant, on a un achalandage extraordinaire. Ça se voit que vous êtes curieux, vous êtes curieuse de voir qu'est-ce qui se passe dans votre CRFM. Puis, si vous nous découvrez aujourd'hui, je veux savoir que vous allez avoir plusieurs heures d'écoute à vous mettre sous la dent. Nos émissions, ça jase de la communauté militaire, ça jase des familles, ça jase des proches, du monde militaire, bien sûr. Puis on jase aussi avec nos professionnels du CRFMV qui sont là pour vous présenter les services auxquels vous avez accès, je vous dirais, là, dans une proportion de 99,9% du temps gratuitement. Donc, c'est important de passer la bonne information et bien sûr que vous soyez au courant de ce à quoi vous avez accès. Notre clientèle va de la Mauricie, fait une ligne imaginaire là, vers l'est là, jusqu'aux îles de la Madeleine. Alors, on couvre un très, très grand territoire. Si vous vous demandez comment on fait, bien évidemment, on a virtualisé nos services. On est capable, grâce à la technologie, d'aller joindre un plus grand nombre de personnes. Et le crfmv.com, c'est notre site Internet. Si vous voulez des détails, si vous nous entendez de plus loin, vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Vous communiquez avec nous, vous allez nous visiter. Aujourd'hui, on va se positionner au tout début de la carrière d'un militaire ou d'une militaire. Je m'entretiens avec un membre de la belle équipe du recrutement. Bonjour et bon matin, capitaine Hugues Sanson. Bonjour, Mme Lonval. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un rendez-vous qu'on remet depuis quelques années. Je vais mettre en contexte comment on s'est connus. À chaque année, il y a une belle, grande et impressionnante cérémonie d'assermentation. Ça se passe sur la base de Valcartier et là, il y a le décor, il y a des jeunes nouveaux militaires qui se présentent, qui prêtent serment. C'est très émouvant et vous êtes là à chaque année pour accompagner ces gens-là. Puis on se dit tout le temps, Caroline, ce serait le fun de faire un podcast puis d'en jaser davantage. Là, ça, c'est un univers que vous connaissez depuis longtemps. Effectivement, la cérémonie que vous parlez, là, c'est une activité d'attraction. On donne l'image un peu là, de c'est quoi de s'enrôler dans les Forces armées canadiennes. C'est surtout une cérémonie qu'on fait là, avec les gens qui s'enrôlent dans un programme spécial là, qui vont avoir les études subventionnées, qui s'en vont au collège militaire. Les études subventionnées, ça, c'est pas mal intéressant, je vous dirais. Aujourd'hui, écoutez, on va parler de votre parcours, puis après ça, on va rentrer dans ce qui se passe là, techniquement dans la salle de recrutement avec toute votre équipe. Donc, votre parcours, là, capitaine Sanson, là, vous êtes dans l'armée depuis combien d'années? OK, je me suis enrôlé en 2003. Oui. Mais si on recule avant, mon but dans ma vie, c'était de devenir pilote. Puis, avec mon âge, vous allez pouvoir un peu deviner j'ai quel âge. J'ai vu le film Top Gun en 1986 et puis j'ai aussi été à plusieurs festivals aériens qu'il y avait à Québec. Oui. Il y a quelques années. Oui, le pageant aérien, ouais, exactement, on avait ça. Hey, c'était impressionnant, ça. Puis ça vous a donné la Oui, exactement, piqûre, c'est ça. J'ai vu ça, puis j'ai dit, oh mon Dieu, c'est ça que je veux faire. J'ai demandé à mon père, c'est quoi qu'il faut faire pour être pilote. Puis c'est ça. À partir de là, la graine était plantée, puis je cherchais comment arriver à mes fins. J'ai fait plusieurs démarches. Je suis allé à l'université. J'ai fait un bac en génie mécanique. J'ai fait également mon collège au cégep en pilotage d'aéronef qui est donné par le gouvernement. Et puis après ça, je suis rentré dans les Forces armées canadiennes. Le cours de pilotage d'aéronef, est-ce que c'est en lien avec l'armée? Parce qu'on parlait d'études là, qui sont subventionnées par l'armée. Est-ce que c'est le cas dans ce temps-là? Non, en fait, c'est un programme qui est spécifique au gouvernement provincial dans le cadre d'une technique au cégep. Je connais pas ça. Donc, c'est vraiment limité en nombre de places. C'est à Chicoutimi. C'est 40 places par année. Donc, il y a des sélections à faire. Puis, l'avantage de passer par cette technique-là, c'est que les coûts sont beaucoup moins que si, supposons, on allait dans le privé où il faut payer tout son cours. Là, c'est subventionné par le gouvernement. Donc, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Oui, effectivement. Et vous en avez piloté des aéronefs, vous avez piloté des avions? Oui, c'est ça. En fait, avec le cours de cégep, c'est vraiment là, d'avoir
une licence de pilote professionnel. Vous avez réalisé votre rêve? Oui, c'est ça, mais il s'arrêtait pas là. Puis je voulais continuer, puis les Forces armées canadiennes, ça m'avait toujours intéressé avec le type d'appareil qu'ils ont, puis aussi le fait que c'est pas juste de voler du point A au point B, mais vraiment de faire une mission avec l'appareil. Donc voler, c'est secondaire, c'est vraiment de faire une mission qui est le plus intéressant là-dedans. Et puis c'est ça, je me suis enrôlé en 2003 comme pilote. Et depuis ce temps-là, est-ce que vous en avez eu des missions auxquelles vous avez participé en tant que pilote? Oui, c'est ça. En fait, il y a différents types de positions qu'on peut avoir comme pilote. On peut être appelé à voler des jets. Ce qui est les avions de chasse. On se rapproche de Top Gun pas mal. Oui, c'est ça, exactement. Puis, je pourrais dire que 90% des pilotes qui rentrent dans les forces veulent aller sur l'avion de chasse parce que c'est la chose la plus impressionnante. Et puis, il y a aussi les multimoteurs, où on a les gros avions cargo, comme le C-17, le Hercule. Puis, on a aussi les hélicoptères. Les hélicoptères, c'est probablement les aéronefs qu'on a le plus dans les forces. Donc, on a les Griffons, on a les Cyclones, puis on a le Cormoran. Oui. Puis moi, de mon côté, j'ai eu mes ailes sur le jet qui m'amenait vers le F-18. Mais rendu à ce moment-là, j'ai un peu délaissé mon rêve d'enfance. Je venais d'avoir une jeune famille, un enfant. Je me suis dit, il y a beaucoup de choses encore à faire si je veux me rendre comme pilote de chasse. Donc, je suis resté comme instructeur à l'école. Oui. Puis j'ai commencé ma carrière comme instructeur. Pareil comme Tom Cruise. Donc, j'arrête. Oui, c'est ça, mais je joue au beach volleyball aussi. Avez-vous de moto? Non, ma mère veut pas. C'est très bon. Écoutez, je trouve ça formidable. Je vous ai parlé un petit peu des missions, les postings. Vous en avez eu au cours de votre carrière. Est-ce que c'est indiscret de vous demander à quel endroit vous êtes allé? Ben c'est ça. En fait, où ce que j'ai eu mes ailes, c'est la première. Ben c'est pas la première école, c'est la formation intermédiaire pour les pilotes. Puis ça peut aller aussi à la formation avancée. Donc, c'était mon premier posting. Je suis resté comme j'ai été posté là, muté qu'on dit en français, comme étudiant. Puis je suis resté à l'école comme instructeur par la suite. Oui. Je suis resté là 5 ans. Et puis après ça, j'ai demandé de pouvoir être muté sur un escadron de recherche-sauvetage. Puis j'ai volé le Cormoran, là, le CH-149. Donc c'est un gros hélicoptère qu'on retrouve là, à 3 emplacements au Canada. Gander à Terre-Neuve. On a aussi Greenwood en Nouvelle-Écosse. Puis Comox sur l'île de Vancouver. Donc ces 3 emplacements, moi je suis allé à Greenwood en Nouvelle-Écosse. Vous vous êtes promené pas mal, hein? Oui. C'est très intéressant en fait, puis on pourra en parler plus tard aussi, mais un des avantages d'être militaire, c'est de découvrir d'autres emplacements que notre petit emplacement où on est né. Écoutez, juste pour vous donner une anecdote, moi, quand je suis arrivé en Nouvelle-Écosse, je mangeais pas aucun fruit de mer parce que je pensais pas que c'était vraiment bon, mais je me disais, maudit, à chaque fois que les gens mangent les fruits de mer, on est tellement heureux. Oui. Puis je suis sorti de là, puis là, il y avait un marchand de homards qui était juste sur le coin de la rue, puis il vendait son homard 5$ la livre à tous les jours. J'ai dû en manger pour le reste. Je pourrais plus en manger, puis j'ai atteint mon quota pour ma vie. Là. Et ils vous ont converti. Tellement. Fait que mais c'est tellement bon. En plus, là, vous étiez à la source. Ben, c'est ça. On découvre des nouvelles choses. C'est vraiment intéressant de ce côté-là. Vous êtes sorti du pays aussi pour faire des missions ailleurs? En fait, moi, de mon côté, j'ai toujours été domestique. Donc, quand on dit domestique, c'est que j'étais au Canada. J'ai fait des exercices ailleurs dans le monde. Je suis allé au Pérou faire un exercice international avec tous les pays de l'Amérique, là, Amérique du Sud, Amérique centrale, puis Amérique du Nord. Donc ça, c'était vraiment intéressant aussi. Mais vraiment domestique parce que j'étais à l'entraînement des pilotes puis à la recherche de sauvetage. OK. Votre décision d'aller vers l'armée, là, je comprends là, qu'il y avait toutes les possibilités là, que vous auriez pu continuer votre rêve là, dans le pilotage et tout ça. Mais je me demande tout le temps s'il y a une influence familiale. Des fois, il y a des familles qu'on appelle les familles de militaires. Ah, mon père était dans l'armée, mon grand-père, mon oncle, mes cousins. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans votre famille qui étaient dans l'armée à ce moment-là? Non, en fait, c'est ça. J'étais le premier vraiment. Là, puis, tu sais, la famille étendue, là, j'ai personne de militaire dans ma famille. Mais c'est un bon point que vous soulevez parce qu'en fait, on voit souvent que la personne qui est fils de militaire ou fille de militaire
va s'enrôler dans les forces. Parce que des fois, les forces armées, c'est un milieu un petit peu inconnu. On voit des films, on voit des émissions de télévision qui représentent un peu les forces armées, mais c'est romancé. Des fois, c'est pas tout le temps la vraie chose. Puis les mondes ont peut-être un petit peu une peur de ce côté-là. Mais les gens qui ont la bonne information, qui ont grandi dans ce milieu-là en tant que famille qui accompagne un membre des forces armées canadiennes, en fait, la personne est mieux renseignée, puis sait un peu plus à quoi s'attendre en rentrant dans les forces armées canadiennes. Souvent, l'armée américaine aussi, qui dans le fond, qui est présentée au cinéma, là, c'est souvent ça qu'on voit. Puis ce qui peut faire peur, puis c'est peut-être ce à quoi vous faites référence, c'est les entraînements, puis ils se font crier dessus, puis tout, puis levez-vous, puis les seaux d'eau dans la face quasiment pour se réveiller. C'est pas ça la vie, là? Dites-moi ça. Non, c'est ça. C'est sûr et certain qu'il y a une partie de ça qui est plus rigoureuse au départ. Oui, ça, je peux comprendre. Parce qu'on veut voir exactement, là, est-ce que la personne est capable de suivre des directives qui sont claires, qui sont assez simples, mais qui sont claires. Et puis, si la personne démontre ces capacités-là, c'est sûr et certain que moi, je suis pas à courir des 5 km en me faisant crier par mon sergent à 5 heures du matin à chaque matin. Là. C'est sûr que la vie militaire, c'est autre chose que le cours de recrue qu'on voit. Là. OK. Ouais, non, ça, j'ai pas de misère à vous croire. Donc, on va parler du recrutement parce que, tu sais, vous disiez, quelqu'un qui n'est pas dans les forces armées ou dont la famille ne fait pas partie nécessairement de l'armée, il y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup probablement aussi beaucoup de cinéma, là, puis d'idées qu'on se fait. Puis je vais essayer de démystifier une couple d'affaires avec vous, si vous le permettez. Ça va me faire plaisir. Alors, donc, on est vraiment au début de la carrière d'une militaire, le recrutement, à partir du moment où on décide qu'on va faire carrière dans les forces, que ce soit à temps plein ou que ce soit dans la réserve. Dans mon temps, là, M. Sanson, là, dans mon temps, mon bon vieux temps, dans la région de Québec, il y avait Expo Québec. Expo Québec, bon, il y avait des animaux, il y avait des attractions, des jeux, des manèges, on pouvait gagner des toutous. Et il y avait un kiosque de l'armée canadienne qui faisait du recrutement, un gros truck de l'armée, puis il y avait des militaires qui étaient là pour donner de l'information et, on va se le dire, recruter. Bon, l'expo n'existe plus. Je peux comprendre qu'on a d'autres façons là, de recruter, mais je suis curieuse de savoir, vous faites comment pour aller chercher, par exemple, les jeunes, tu sais, parce que il y en avait du monde qui passait là, mes amis, là, tu sais, des plus vieux, c'est sûr, mais la belle jeunesse prête à s'enrôler dans les forces aussi. Oui, en fait, il y a plusieurs... c'est sûr qu'il faut suivre un peu le courant de la technologie. Oui. L'Expo Québec n'existe plus comme on le connaissait dans le bon vieux temps, comme vous dites, mais en tant que tel, on se présente à plusieurs événements pour avoir une visibilité, pour donner de l'information aux gens. Donc, les activités en tant que telles, c'est lorsqu'on peut aller chercher le plus de monde possible, mais aussi, on va cibler un peu aussi les gens qui vont participer à l'événement. C'est sûr et certain que, tu sais, on n'ira pas dans les bingos, mais c'est plus pour aller cibler un peu la clientèle qu'on recherche pour les Forces armées canadiennes. Dans les écoles, ça se fait-tu? Les écoles, ça se fait encore parce que les écoles présentent souvent des journées carrière à leur finissant en secondaire 4, 5. Et puis nous, on va se présenter là pour donner de l'information. Puis dans ce temps-là, les gens qui veulent se présenter à nos présentations, ben c'est sûr et certain qu'ils sont motivés, ils sont intéressés, ils veulent savoir l'information ou sont juste curieux encore. Oui, exactement. Puis là, vous m'avez ouvert une porte extraordinaire, une question que je me pose, parce que vous avez dit on n'ira pas dans les bingos, tout ça. Y a-tu un âge maximum dans lequel on peut dire ben moi je m'implique puis je veux m'enrôler dans les forces? OK, oui. Et en fait, c'est une bonne question. Je vais parler un peu de ça rapidement. 3 critères principaux pour être admissible dans les Forces armées canadiennes. Je vous écoute. Donc, le premier critère, être citoyen canadien ou résident permanent. OK. Le deuxième critère, puis là, c'est sûr et certain qu'il y a des bémols sur ce que je vais dire, mais c'est d'avoir 17 ans à l'enrôlement. OK. Puis l'âge maximum, c'est 60 ans moins la durée du premier contrat. Puis je vais pouvoir renchérir sur la durée des 60 contrats. Ans. Moins la durée du premier contrat qu'on va avoir. Parce que dans les Forces armées canadiennes, ça marche toujours par contrat. Il faut qu'à la fin du contrat, on ait 60 ans. C'est ça? Oui, c'est ça. Il faut avoir au moins... Mettons un contrat de 5 ans, là. Exactement. Il faut avoir au moins 55 ans pour pouvoir faire le contrat jusqu'à 60 ans. Parce que l'âge maximal, c'est 60 ans. Ah ouais. Mais si, admettons, jeune cinquantaine, je m'implique, j'entre dans les forces, mais je veux rester là 15 ans. Est-ce que je peux? À ce moment-là, j'aurais dépassé 60 ans. Je m'excuse, c'est des questions techniques, mais je me les pose. Bien, en fait,
Ça se peut, mais ça prend une dispense. Ça, c'est, j'irai pas de ce côté-là. Non, c'est ça. À 60 ans, il y a toujours un changement. On peut faire la conversion vers le civil pour la fonction publique. C'est sûr et certain qu'il y a certaines priorités qu'on peut avoir par la suite pour aller travailler dans la fonction publique. Mais en tant que tel, à 60 ans, c'est le contrat, c'est l'âge limite pour être dans les Forces armées canadiennes. Okay. Puis juste pour rajouter mon troisième critère que je parlais tantôt, en fait, c'est d'avoir un minimum de 24 crédits de secondaire 4. C'est l'éducation minimale. Quelque chose d'académique là-dedans, je ne le savais pas. Oui, c'est ça. OK. Mais encore là, si je peux mettre un peu plus de clarification, dans chaque métier, ils peuvent demander des cours supplémentaires. Oui. Donc, si je donne un exemple, un technicien médical, lui, on va demander des mathématiques un petit peu plus élevées, des mathématiques de secondaire 5. On va demander un cours de chimie de secondaire 5. Donc, chaque métier a leurs caractéristiques. Mais la base étant, il faut que tu aies fait un minimum de ton secondaire, puis... Exactement, 24 crédits de secondaire 4. Oui, mais ça peut dénouer, entre autres. Tu sais, quand je parlais pas de préjugés, mais d'idées peut-être un peu préconçues, des fois qu'on a par rapport à l'armée, c'est que c'est pas une porte de sortie pour, tu sais, n'importe, je sais pas quoi faire, je vais rentrer dans l'armée. Mais attends, là, tu sais, il faut que tu sois quelqu'un de sérieux, puis il faut que tu aies été quand même assidu à l'école un bout de temps, là, tu sais, puis... Oui. Tu vas compléter ton secondaire, puis tu vas compléter tes études, puis oui, tu vas pouvoir rentrer dans l'armée. Je suis bien d'accord avec vous, Mme Lonval. En fait, au niveau des Forces armées canadiennes, on recherche les meilleurs candidats. Donc, souvent, il va y avoir une sélection qui va arriver, puis on va aller chercher les meilleurs candidats. On ne se le cachera pas. Au niveau du recrutement, on a besoin d'attirer des gens parce que, comme toute place au niveau des employeurs, on cherche des gens. Donc, c'est un petit peu plus dur. Parce que peut-être la démographie n'est plus la même qu'on avait il y a 20 ans. Tout à fait. Mais en même temps, c'est sûr et certain qu'on cherche les meilleurs. Puis, c'est ça, en ayant des critères d'admissibilité qui vont aller chercher académique. Puis, on a aussi, j'en ai pas parlé, mais plus tard, une fois dans les forces, on a des critères aussi qu'il faut atteindre quand même des normes au niveau de la condition physique également. Là. Ça fait peur, ça? Oh non, vous me dites ça. C'est aussi difficile que ça a l'air. Non, mais c'est ça, exact. J'ai des petits os de rien puis des petits muscles de rien. Je pourrais pas survivre à l'entraînement, pensez-vous? Non, en fait, c'est ça. Je veux vous rassurer en partant. Le fait qu'on ait un test de conditionnement physique, c'est pas un test qu'on voit, comme vous avez parlé dans les films hollywoodiens, où que, les gens ils passent la journée à courir puis à faire des push-ups. Et puis il y a de la boîte d'habitude à terre. Oui, exactement, c'est vrai, exactement. Non, dans ce cas-là, c'est vraiment un test de base. Okay? C'est un test minimal qu'on doit faire à chaque année pour démontrer que notre condition physique atteint au moins la norme minimale. Mais tout dépendant du métier, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des métiers beaucoup plus physiques que d'autres. Oui. Si on compare un métier, on appelle ça les métiers de combat, comme les soldats d'infanterie, on les appelle les fantassins aussi, les blindés ou encore les ingénieurs de combat. Eux autres, ils vont être beaucoup plus actifs physiquement. Oui. Si on parle des gens qui vont être plus au niveau de l'administration, comme les gestionnaires de ressources humaines ou encore financiers. Dans ces cas-là, c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas autant de défis au niveau physique. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a une norme minimale, mais après ça, tout dépendant du métier, on va aller chercher une condition physique un petit peu plus élevée. Okay. Fait que probablement que je survivrai finalement. Je me projette, là, voyez-vous. Je suis pas inquiet. OK, quand on décide qu'on s'enrôle dans les Forces armées, admettons... Imaginons-nous, là, avec beaucoup d'imagination, que j'ai 17 ans, je veux entrer dans les forces. Est-ce que c'est le jour où je vais vous rencontrer que je dois décider si j'entre dans la régulière ou la réserve? Oui, OK, c'est une bonne question, parce que c'est ça, il faut savoir que l'armée est divisée en deux familles, en fait. La famille force régulière. On peut appeler ça aussi un emploi à temps plein. Oui, puis la force de réserve, où ce que c'est plus un emploi à temps partiel, même si encore là, il peut y avoir des positions à temps plein dans la réserve. Oui. Mais en quelque sorte, la force de réserve, c'est vraiment pour des emplois à temps partiel. Okay. Donc, la personne, tout dépendant de son choix, va venir nous voir au centre de recrutement, puis il y a des centres de recrutement partout au Canada, pour avoir de l'information ou encore venir se recruter. Mais maintenant, comme toute chose, c'est fait sur Internet. On a notre site force.ca. C'est là-dessus que la personne va appliquer. Force avec un S. Oui. .ca.
OK. Exactement, force avec un S.ca. Ouais. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il y a une case qui dit « Souhaitez-vous entrer dans la régulière? » Y a-tu ça, une case comme ça? En fait, ce qui arrive, c'est que... Est-ce qu'on peut ne pas le savoir encore? Exactement. C'est pour ça que nous, notre centre de recrutement est là. On va recevoir des appels téléphoniques, on va avoir des courriels, on va avoir des gens qui vont se présenter en personne, puis ils vont venir nous demander de l'information. Ils vont nous parler un peu de leur situation, puis on va les conseiller sur qu'est-ce qui est le meilleur programme pour eux, là. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Tu sais, dans le fond, là, les questions qu'ils vous posent, je pense que c'est le portrait ou le miroir un peu de leurs préoccupations. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils vous disent-tu, ben là, je vais-tu être muté ailleurs? Je vais-tu déménager souvent? C'est-tu le genre de question? Ou est-ce que je suis obligée d'aller en mission si je ne le souhaite pas? Qu'est-ce qu'on vous demande généralement? Bien, en fait, les questions que vous posez, là, c'est les questions que les gens nous demandent. Ah oui, OK. C'est vraiment ça qui les inquiète. Parce qu'il y a des gens, autant que vous me dites, moi, je voudrais pas déménager parce que je veux habiter, autant qu'il y a des gens qui vont faire, moi, je veux voir du pays, je veux aller à l'étranger, je veux voir des choses. C'est sûr et certain qu'on va chercher un certain type de personnes. Des personnes qui sont capables de s'adapter puis d'être un peu plus flexibles. Si les gens sont un petit peu moins flexible, puis ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être pour une personne qui a une famille déjà, la conjointe travaille, elle a un poste permanent quelque part, les enfants ont besoin de soins de santé qui sont spécifiques à la région. Il y a plusieurs raisons qui font en sorte que la personne n'est pas aussi mobile. Dans ce cas-là, c'est sûr et certain que la personne est plus attirée vers la réserve. Mais les personnes qui vont être intéressées par les déménagements, mais je dis les déménagements, c'est pas les déménagements, c'est d'aller voir du pays, de découvrir des nouvelles choses. C'est sûr et certain qu'au niveau de la force régulière, c'est vraiment la place à aller. Aller voir du pays puis aller à l'étranger, là, écoutez, ça fait tellement rêver. Ne bougez pas. On revient dans quelques instants. Quoi? T'es conjointe de militaire et t'as un emploi à temps plein? T'es ben hot. Mais ça doit être dur de faire les deux des fois. Nos conseillers d'orientation peuvent t'aider à réfléchir à ta situation professionnelle, faire comprendre aux autres ta réalité, même faciliter ta vie au travail. Appelle-nous, c'est gratuit. 418-844-6060. Le programme pour les familles de vétérans soutient les membres des Forces armées canadiennes libérés pour raisons médicales et leurs familles. Apprenez comment ce programme peut vous aider quand tout le reste change. Contactez le Centre de ressources pour les familles militaires le plus près de chez vous pour plus d'informations. Financé par Anciens combattants Canada. Salut, moi c'est Joanie. J'ai 2 enfants, mon conjoint 3. Je connais ça, la gestion. Je sais que je peux faire la différence. Le conseil d'administration du CRFMV a besoin de ton expérience de vie. Visite le crfmv.com/CA. Vos questions, vos commentaires? info@crfmv.com ou envoyez-nous un message via notre page Facebook. Le CRFMV en jase, ça jase de nous. Écoutez la suite maintenant. Capitaine Sanson, on sait que ça brasse toujours quelque part sa planète. Tu sais, c'est dans l'actualité, on ouvre le journal, on voit ce qui se passe. Mais on a longtemps dit que dans les Forces armées canadiennes, que c'était dans un climat de paix. On entrait dans une armée qui fait surtout respecter la paix dans les missions. Puis là, on sait que c'est moins le cas de nos jours. Est-ce que ça a une incidence sur le recrutement? Tu sais, est-ce qu'il y a plus de gens qui viennent frapper à votre porte en disant « Hey, on veut s'impliquer, il se passe de quoi, on veut être là » ou c'est l'inverse qui se passe? On peut voir les deux côtés, en fait. C'est sûr et certain qu'il y a des gens qui sont intéressés à toucher à cet aspect-là, puis avoir l'expérience pour cet aspect-là, mais il peut y avoir aussi des gens qui ça peut les modérer un peu vers les Forces armées canadiennes. Okay. La première chose que je veux dire, c'est que j'ai parlé tantôt de métiers de combat, fantassins, blindés, artilleurs, mais pour ces gens-là, il y a beaucoup de positions qui sont pas des métiers de combat, qui seront pas nécessairement à l'avant de les positions avancées. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut démystifier un peu ce qu'on veut faire dans l'armée, puis si ça a le rapport avec, justement, là, des positions qui sont un petit peu plus à risque, mais c'est aussi un peu l'adrénaline, on va parler, là. Puis il y a des gens qui le font, puis qui à ça. Mais les Forces armées canadiennes n'ont jamais eu un nombre
précis de membres qu'il faut atteindre, je vous dirais, au cours des 40 dernières années. C'est toujours un peu l'adaptation sur le climat mondial, climat politique, climat, toutes les activités qui se passent dans le monde pour pouvoir un peu déterminer ce qu'on a de besoin comme nombre de militaires. Donc, c'est sûr et certain que, si je vous donne un exemple, lorsqu'on a fait l'Afghanistan, c'est sûr et certain que le nombre de militaires a augmenté dans les forces armées canadiennes. Et puis, lorsque l'Afghanistan est terminé, le nombre a redescendu un peu. Pour aider à, justement, augmenter le nombre, certaines fois, on va utiliser nos réservistes. Nos réservistes, on dit, sont à temps partiel et ils travaillent la fin de semaine, une journée pendant la semaine, mais en tant que tel, c'est eux autres qui vont augmenter rapidement le nombre des forces armées canadiennes. Parce qu'eux peuvent lever la main et dire, moi, cette mission-là, savez-vous, ça m'intéresse. Exactement, c'est ça. Sans nécessairement, il va être comme dans la régulière, mais pour une mission. Exactement, c'est ça. Ils vont pouvoir quitter leur emploi. Puis il y a aussi des programmes pour faciliter justement le fait que la personne a une position au niveau d'un employé civil qui veut aller faire une mission. Mais c'est sûr et certain qu'il y a des programmes pour justement pouvoir aider cette personne-là à aller, parce que c'est pas tous les employeurs qui voudraient laisser partir une personne pendant 6 mois. Mais oui, ça c'est possible. Puis en tant que tel, c'est ça, la personne, elle a toutes les compétences. On l'a formée dans le métier qu'elle a appliqué. Donc la personne est aussi compétente qu'une personne de la régulière. C'est sûr et certain qu'elle pratique moins souvent, mais elle a reçu toute l'instruction pour pouvoir faire excusez-moi le terme, mais la job de la même façon. Donc, c'est sûr et certain que c'est un atout pour nous autres au niveau des forces canadiennes. Donc, il n'y a pas de quota et il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre en ce moment. Au niveau des quotas, c'est sûr et certain que je vous dirais que, tu sais, puis vous avez peut-être vu aussi dans les médias, les Forces armées canadiennes sont constamment à la recherche de nouveaux membres. De pénurie de main-d'œuvre, on est un peu dans la même situation que tous les autres employés. On en a parlé un peu plus tôt. Là. C'est sûr et certain que, tu sais, on essaie d'être agressif, on essaie de donner des bonnes conditions pour justement attirer les gens dans notre organisation. Comme toute organisation, on est à la recherche de gens. Nos portes sont ouvertes. On a des emplois. Donc, c'est sûr et certain qu'on veut que les gens viennent nous voir. Là. C'est sûr. Une fois qu'on a, admettons qu'on a fait notre adhésion, qu'on a eu notre cérémonie assermentation et tout ça, puis on commence, on est dans la réserve et qu'on se dit, ben moi j'ai mon emploi, parce que ceux qui sont réservistes sont soit aux études en même temps ou ont un travail aussi. Oui, exactement. En fait, juste pour mettre une précision là-dessus, au niveau du centre de recrutement des Forces armées canadiennes, où je travaille présentement, on est situé sur le boulevard Sainte-Anne, au coin de Simonville, c'est ça, le secteur Beauport. En fait, nous, on est spécialisé pour la force régulière. Donc, c'est sûr et certain que les gens qui vont venir nous voir puis ils voudraient être réservistes, on va donner toute l'information, mais on va les diriger vers les unités de réserve qui sont dans la région de Québec. Ce qui m'amène à vous parler de, dans un cas de figure où quelqu'un est dans la réserve ou la régulière, il peut-tu changer d'idée, lui, dans sa carrière? Il ou elle, là? Il peut changer et dire, écoutez, moi, j'aime bien ça, là, ce que je fais là, mais j'aimerais mieux peut-être avoir plus de temps pour moi, retourner aux études, être dans la réserve alors que j'étais dans la régulière, ou vice-versa. Oui, effectivement. En fait, comment ça fonctionne? OK, on a un contrat au niveau de la régulière. Au niveau de la réserve, il n'y a pas de contrat vraiment défini si on reste... Parce qu'il y a différentes classes de réservistes, dont la classe de réserviste à temps partiel n'a pas vraiment un contrat à suivre. Ils font pas qu'ils donnent... Tant qu'il se présente à l'unité puis qu'il fait un minimum de temps à chaque mois, ben il peut être réserviste à l'unité. Tandis que le régulier, lui, il a un contrat. Fait que s'il veut changer de régulier à la réserve, il faut qu'il brise son contrat, puis il faut qu'il se trouve une position dans la réserve. Puis comme je vous dis, là, au niveau de la force régulière, c'est vraiment au niveau du temps plein. Donc, c'est aussi les avantages sociaux, le chèque de paye d'un emploi à temps plein. Tandis que la réserve ont des emplois à temps plein, mais sont plus limités. Parce que la réserve, le but, c'est plus d'avoir des emplois à temps partiel. Mais si la personne régulière veut aller dans la force de réserve avec un emploi qui est à temps plein, parce que ça existe, ben la personne peut changer d'un à l'autre, comme la personne qui est réserviste et puis qui aime tellement ça, puis j'aimerais ça, moi, pouvoir faire telle chose, j'aimerais ça pouvoir avoir plus d'entraînement sur telle chose, ben en fait, peut changer
à la régulière. OK. Donc ça se fait. Avec des avantages sociaux. J'imagine que, tu sais, dans le fond, on dit beaucoup que Québec, c'est une ville de fonctionnaires, mais il faut que je corrige ça. C'est une ville où il y a beaucoup de militaires et de familles de militaires aussi. C'est un emploi, là. Tu sais, oui, c'est une vocation, là, mais c'est un emploi, donc vous avez des avantages sociaux aussi. Vous avez, tu sais, comme un employé normal, là, en fait. Oui, effectivement, on a des jours de vacances par année. On commence avec 20 jours de vacances pour les 5 premières années. Ensuite de ça, ça tombe à 25. Dès la première année, 20 jours? Oui, vous exactement. êtes très compétitif. Oui, c'est ça. C'est un bel avantage, en fait. Puis 25 jours après 5 ans. Okay. Donc, c'est quand même très bien. On a, c'est sûr et certain, la pension. C'était une très bonne pension. Pour avoir la pension, il faut faire 25 ans au minimum pour pouvoir commencer à retirer notre pension. Donc, ça aussi, c'est un avantage parce que 25 ans, si la personne rentre à 17 ans, ça lui donne juste 42 ans lorsqu'il peut récolter sa pension, puis il peut aller vers une deuxième carrière après. Puis dans ce temps-là, il vient au centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Là. Et voilà. Puis nous autres, on l'aide à intégrer le marché du travail au civil. Et voilà, on travaille tout ensemble. Tout à fait. C'est parfait, ça. Mais ça, il y a des militaires qui se posent la question, pour vrai, ben oui, mais attends un peu, là, j'ai réparé des camions gros comme des maisons toute ma vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse au civil? Mais c'est ça notre force, entre autres choses, ici, dans notre secteur aide à l'emploi, c'est qu'on trouve des équivalents. Il y a des employeurs sur le domaine civil qui rêvent d'avoir des anciens militaires, là, des vétérans, qui peuvent aller travailler avec leur staff parce que vous avez un savoir-faire, des connaissances que d'autres n'ont pas. Là, donc, c'est de l'art, là, c'est extraordinaire. Là. L'après-carrière se peut. Oui, en fait, c'est ça. Je voulais juste rajouter là-dessus. En fait, lorsqu'on regarde une base militaire, on peut retrouver un peu la même chose qu'on va retrouver dans une ville. Oui. Donc, si il y a un électricien qui travaille dans une ville, il n'est pas appelé le même nom, mais on a un employé qui va travailler au niveau de l'électricité. Oui. On va avoir des gens qui sont plombiers, des soudeurs, des menuisiers, on va avoir des conducteurs, on va avoir des gens qui vont réparer les camions. Oui. Donc, c'est ce qu'on retrouve aux civils. La plupart du temps, on va le retrouver aux militaires. C'est sûr et certain qu'il y a des métiers qui sont vraiment spécifiques aux militaires qu'on ne retrouve pas dans le civil, comme on va dire le fantassin ou le blindé. C'est sûr et certain qu'on ne retrouve pas ça, mais il y a des choses qui sont connexes, comme vous dites, puis on peut les déplacer vers le civil par la suite pour une après-carrière. Oui, puis à ce moment-là, quand c'est quelqu'un, par exemple, qui a dirigé une unité, c'est toujours un travail de gestion qui se traduit très, très bien rendu au civil. Donc, si vous êtes justement à l'écoute, puis dans ce genre de transition-là, où vous voyez que le moment de la libération avec les forces arrive, faut pas être découragé. Là. C'est sûr qu'il y a un deuil à faire quand on quitte les forces parce que la confrérie, là, l'amitié, là, c'est tellement fort. Là, je pense qu'il y a une couche supérieure si on compare à certains autres emplois. Là. Donc, ce bout-là, je le comprends vraiment beaucoup. Mais quand on est prêt à entrer dans le domaine du travail puis dire, garde, ma gang, je vais la voir le samedi soir, on va jouer aux cartes, ça va être le fun. Mais après ça, oui, je me lance dans ma carrière au civil, votre CRFM peut vous aider à ce niveau-là. Tantôt, on parlait des métiers. Là, je sais que vous êtes plutôt ou la régulière, mais je suis curieuse de savoir pour la réserve, là. Souvent, on disait, la personne a soit un travail ou est à l'école en même temps. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont interdits? Les métiers interdits dans le sens que vous dites au niveau civil qu'on ne peut pas faire. Ton métier civil que tu fais pendant que tu es dans la réserve, l'armée ne veut pas que tu fasses ça. Ça se peut-tu ou ça n'existe pas? Écoutez, la seule chose que je me suis posé la question, puis en fait, les seules choses que je pourrais voir, c'est s'il y avait une problématique au niveau de la cote de sécurité de la personne. C'est si la personne se rend souvent dans des pays où on n'est pas tellement amis, oui, intéressant. Puis j'ai besoin d'une cote de sécurité plus élevée. Peut-être que ma cote de sécurité va être refusée à cause que j'ai peut-être des liens avec des compagnies qui sont peut-être le Canada fait pas nécessairement affaire au niveau fédéral ou provincial, mais que en tant que civil puis compagnie privée, on peut faire des échanges commerciaux. Je pourrais voir une problématique comme ça, mais sinon non. En fait, des fois les gens viennent pour un défi. La personne fait du bureau du 9 à 5 toute la semaine, puis elle a besoin d'un défi
elle aime l'activité physique, puis il va prendre un métier où c'est beaucoup plus physique pour justement se dépasser dans ce domaine-là. Oui, puis aller chercher un bel équilibre là, dans sa vie. Tu sais, quelque chose, tu finis ta semaine, tu te dis, tous mes besoins sont comblés, tout va bien, c'est parfait. Un contrat, là, je sais qu'on en a parlé un petit peu, mais un contrat avec les forces, quand on arrive, redites-moi le nombre d'années, la durée d'un contrat, qu'est-ce qu'on doit faire? OK, mais en fait, c'est ça. Le contrat, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec la force régulière, c'est que le contrat en tant que tel nous lie avec les Forces armées canadiennes pendant un certain temps. Dans ce contrat-là, dans le fond, on a la formation de pays. Donc, dès qu'on commence, le contrat commence. Le jour 1? Oui, exactement. Donc, c'est une formation payée également. Puis, la durée du contrat va être aussi relié à la complexité, un peu, pas la complexité, mais la longueur, la durée, l'argent investi pour pouvoir former la personne. Okay. Donc, je vous donne un exemple. Fantassin, le contrat, c'est 3 ans. C'est sûr et certain qu'on va leur donner plusieurs cours, mais les cours sont pas aussi dispendieux que si je vous dis que le pilote, son contrat, s'est rendu... là, j'ai pas les statistiques devant moi, mais je pense que le contrat s'est rendu 13 ans. Okay. Et puis, avec ça, il y a un contrat obligatoire de 10 ans quand il reçoit ses ailes, parce qu'on veut pas les perdre au détriment des compagnies aériennes qui cherchent aussi beaucoup de pilotes. Donc, il se fait-tu du maraudage? En fait, oui. On en manque, pénurie d'employés. Exactement. Les gens ont quand même beaucoup de choix, là, mais ceux qui ont la fibre militaire, des fois, les piloter au civil, c'est un petit peu plus ennuyant. Mais c'est pas pareil. À 37 000 pieds pendant 6 heures ou 8 heures de temps. Mais juste pour revenir, c'est ça, la durée du contrat va être plus longue parce qu'il y a eu plus d'investissement. Au bout de la ligne, ce qu'on veut, c'est avoir un retour sur notre investissement. Je comprends tout à fait. Ça fait beaucoup de sens. Quelle aptitude, là, on parlait de conditions physiques, médicales, mais je voudrais connaître à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait être un obstacle? Tu sais, parce qu'on parle beaucoup d'inclusivité et tout ça. Physiquement, est-ce que quelque chose pourrait être un obstacle pour entrer dans les forces? C'est sûr et certain que, oui, l'armée, les Forces armées canadiennes, en fait, démontrent beaucoup d'inclusivité. Okay? C'est sûr et certain qu'on allait chercher des groupes de différents milieux, puis on démontre vraiment là, une ouverture par rapport à ça. Mais il faut également avoir une catégorie médicale dans les Forces armées canadiennes. Okay. Chaque militaire a une catégorie médicale. Puis, la catégorie médicale est évaluée lorsque la personne vient au centre de recrutement pour pouvoir rentrer dans les forces. Il y a 2 côtés à ça. Il y a le côté, la catégorie médicale universelle, que tous les membres des Forces armées canadiennes doivent avoir cette catégorie-là. Mais en plus, il faut avoir la catégorie médicale du métier. Donc, on s'entend, administrateur des ressources humaines, puis je vais vous donner, encore une fois, je vous parle souvent de pilote parce que c'est mon métier, mais pilote, il y a 2 catégories différentes. Parce qu'effectivement, l'aspect du métier en tant que tel amène la personne à avoir une meilleure vision, une meilleure audition, ces choses-là. OK, donc ça, c'est sûr que vous n'avez pas de problème de vision ou d'audition. Est-ce que vous pilotez encore aujourd'hui? Non, mais en fait, là, présentement, non, parce que je suis au centre de recrutement, mais sur ma prochaine mutation, je vais retourner en pilotage. Ah, ça doit être extraordinaire. Je peux pas dire que je vous envie parce que j'ai peur des airs, mais je veux dire, j'envie votre cran, là, votre détermination. Et quand vous en parlez aussi, c'est beau de voir ça. Là, vous avez l'air vraiment beaucoup d'aimer ce que vous faites. Qu'est-ce que vous dites? On parlait des recrues. Les recrues qui n'ont pas de famille militaire. Et parmi les questions, tantôt, oui, on parlait de différents questionnements, les postings, les missions, tout ça, mais qu'est-ce qu'on leur dit sur la vie militaire? Est-ce que s'ils ne posent pas la question, est-ce que vous leur dites, sache, mon ami de 17 ans, que tu t'engages dans ceci et cela? Leur donnez-vous un portrait, disons, réaliste de la vie militaire? Oui, exactement. Ça serait pas d'aider l'organisation si on leur faisait miroiter que la vie militaire, il y a juste des belles choses. Il faut être honnête avec la personne. Donc, c'est sûr et certain qu'on va leur parler des côtés positifs, mais également des côtés qui sont
plus négatifs. Mais encore là, les côtés négatifs sont pas nécessairement les mêmes côtés d'une personne à l'autre. Donc, c'est sûr et certain, on a parlé du déménagement. Exactement. Ça fait peur à des gens, mais il y a d'autres personnes que ce sera pas une problématique. Mais on va le mentionner. Oui. On va leur donner toute l'information pour que, justement, ils puissent prendre une décision éclairée puis faire « OK, oui, moi, ça me convient » ou « Non, ça me convient pas ». Puis encore une fois, on avait parlé du contrat des forces régulières. C'est pas un emprisonnement là, pour, supposons, 5 ou 10 ans. Ouais. Si la personne aime vraiment pas oui, mais j'ai pas posé la question, mais ça m'intéresse. Ben, en fait, c'est ça. Ça peut être un bris de contrat. C'est sûr et certain que le bris de contrat, on peut pas du jour au lendemain devenir passer de militaire à civil. Il y a toute une chaîne de commandement puis de papiers qu'il faut signer. Ouais. Mais aussi, il y a peut-être des avantages qui vont être perdus si on fait un bris de contrat. Oui. Comme n'importe quel contrat, si on veut briser notre contrat d'appartement ou quoi que ce soit, quand on loue quelque chose, il y a un bris de contrat. C'est sûr certain qu'il va avoir des avantages qui vont être perdus, mais je veux pas faire peur aux gens que vous êtes liés aux forces armées puis que pendant tout ce temps-là, vous avez pas le choix, il faut que vous restiez avec les forces armées. Ben, savez-vous quoi? Je pensais que c'était obligatoire, que tu avais comme pas le choix de respecter ton contrat, parce qu'avec un propriétaire, c'est une chose, mais avec l'armée canadienne, c'en est une autre quand même. Effectivement, ça pourrait être une crainte de plusieurs personnes, en fait. OK. Qu'est-ce qui se passe après la carrière dans les forces? Tantôt, je parlais du CRFM qui peut être une belle porte d'avenue, un endroit où aller cogner, où aller voir pour un après. Est-ce que l'armée offre du soutien ou de l'aide pour la transition, pour que ça se fasse en douceur, que ça se fasse de la meilleure façon possible? Oui, en fait, on a le centre de transition qui est une unité, puis ces unités-là, il y en a sur toutes les bases, ou la plupart, là, lorsque c'est des bases qui sont quand même majeures, pour justement aider nos membres à passer de la vie militaire à la vie civile. Donc, c'est sûr qu'on va leur offrir plusieurs services. Certaines fois, les gens ne passeront pas par le centre de transition directement parce qu'ils n'ont pas nécessairement besoin. Ouais. Ils vont continuer à leur métier, puis ils ont déjà fait des applications, ils ont déjà des positions au niveau civil aussi. Okay. Donc, ça dépend toujours de la personne. Oui. Mais nous, on accompagne la personne qui sort des Forces armées canadiennes pour pouvoir continuer dans la vie civile. C'est des belles carrières qui vous attendent. C'est de l'aide aussi, quand on parlait des études. T'sais, aider un jeune qui a du potentiel, qui n'a peut-être pas nécessairement les moyens d'aller dans son métier, médecine, non pas scientifique. Il y a des météorologues aussi qui travaillent dans les forces. Donc, je pense beaucoup science, quelque chose qui peut être tellement intéressant. Puis commencer avec les forces, s'engager, se faire des amis, ça c'est le beau côté, mais se dépasser, écoutez, ça peut être quelque chose de salutaire et d'intéressant pour vous. Si ça vous intéresse, si vous avez envie d'aller rencontrer le capitaine Sanson, comment on fait pour aller rencontrer la belle équipe? OK, bien en fait, maintenant avec l'ère de l'Internet, la plupart du temps, on peut tout retrouver sur force avec un s.ca. Yep. Mais si la personne a besoin d'informations supplémentaires, c'est sûr et certain que notre site il est très bien fait. On a des vidéos, on a une description de chaque métier. Donc la personne peut naviguer parmi tous les métiers qu'on a, regarder le vidéo. Ça se peut qu'après 30 secondes, le vidéo ne les intéresse pas. Ils peuvent passer à une autre vidéo. Il y a plusieurs métiers. Je vais être franc avec vous. Quand je suis arrivé au centre de recrutement, je pensais pas qu'il y avait autant de métiers dans les Forces armées canadiennes. J'en ai découvert beaucoup, puis j'ai dit « Ah, mais tu sais, si j'avais pas été pilote, j'aurais pu faire ce métier-là. C'est intéressant, ça. Si je pourrais aussi faire d'autres choses. Donc, c'est vraiment d'aller voir sur le site. Les horizons, oui, tout à fait. Puis ensuite de ça, lorsqu'on est renseigné là-dessus, c'est de faire application ou encore, si on a encore des questions, c'est de contacter son centre de recrutement. Le centre de recrutement, vous allez trouver votre centre de recrutement le plus près en regardant. Ils vont vous donner la liste des centres de recrutement. Ouais. Donc, j'ai pas fait la recherche, mais probablement qu'avec un code postal ou quoi que ce soit, ils vont vous donner les centres de recrutement. Si je parle au Québec, on en a 5. On a le centre de recrutement de Québec, Montréal, mais on a également le centre de recrutement de Chicoutimi, de Rimouski et de Sherbrooke. Okay. Donc, on couvre quand même assez grand. Puis, si les gens sont de l'extérieur, puis ils viennent faire leurs tests, on va s'organiser pour qu'ils puissent venir au centre de recrutement pour venir faire leurs tests, supposons médicaux ou quoi que ce soit. Si on vous a aussi interpellé avec quelqu'un qui est déjà dans les forces et qui était sur le point de libérer
quoi que ce soit, ben c'est sûr que là, votre CRFM, comme vous le dites, c'est un travail d'équipe. Donc, oui, effectivement, on est là pour aider à l'après-carrière aussi. Donc, n'hésitez pas, vous nous donnez un coup de fil, 88 844 6060 ou encore crfmv.com. C'est notre portail. Si vous voulez avoir de l'information là-dessus, vous vous gênez surtout pas. Capitaine Sanson, ça a été un plaisir de vous rencontrer à nouveau, mais de vous parler le plus longuement de votre carrière. Vous avez tellement l'air passionné, c'est contagieux. Donc, je pense que vous êtes au bon endroit pour le recrutement. Là. C'est vrai qu'on peut faire des adhésions par Internet, mais si vous avez la chance de rencontrer quelqu'un de passionné comme le capitaine Sanson, j'ai l'impression que vous allez signer là, sur le champ. Bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu ce matin. C'est vraiment un plaisir de parler de ce que je fais au recrutement. Souvent, c'est par rapport à l'aviation. J'ai fait souvent des festivals aériens, ces choses-là. Mais là, du côté recrutement, c'est la première fois que je faisais ça. Donc, j'ai bien aimé mon expérience avec vous. Une corde de plus à votre arc. Et voilà. Merci. Suivez-nous sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Un nouveau podcast tous les 2 vendredis. C'était le CRFMV en jazz.